Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous comme tous les jours du lundi au vendredi de 14h. Non, c'est l'inverse, c'est de 12h30 à 14h avec Iman News. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Dani. Et aujourd'hui, on est en pleine semaine de la santé mentale, justement, parce qu'il y a eu la conférence de presse, on va voir le sujet tout à l'heure. Ensuite, on va recevoir M. Freda Omougon. Freda Omougon, c'est l'auteur de cet ouvrage. J'ai connu l'asile d'aliénés et l'exil, un ouvrage qu'il faut lire. Hein. Au-delà de la psychiatrie, c'est un ouvrage sur l'histoire de la Guadeloupe, d'une partie de la Guadeloupe. Et je pense que vraiment, je le conseille fortement aux Guadeloupéens qui ne connaissent pas cette partie de l'histoire de la Guadeloupe, puisque la psychiatrie, c'est en Guadeloupe depuis 1849, je crois, c'est bien ça. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Et comment c'est Mont Saint-Claude ? Et que, en tout cas, restez pas loin de ça. Donc, c'est un bouquin qui m'a beaucoup inspiré. Sinon, on va recevoir Gérard Lamoureux, directeur du festival Au Grand Large. Alors, avec plaisir, je vais recevoir Stella Moutou. On va la connaître en direct. Et puis, le créateur de la comédie musicale Independent Queen, Mr. Marcus Pierre, il sera avec nous. Et on va terminer avec Miguel Douverne qui fera sa chronique. J'en dis pas plus. On revient à l'information avec Ivan News. Au programme de ce midi, nous allons aborder le Cap Excellence et son tout nouveau contrat local de santé. C'est une démarche qui permet d'améliorer l'accès aux soins, de renforcer la prévention sur l'ensemble de l'agglomération. On parlera aussi de la formation sur le dépistage néonatal en matière de surdité. C'est un enjeu de taille pour les nouveau-nés, une étape clé dans la détection précoce de certaines maladies. On parlera ensuite du lancement de la concertation sur la gestion des îlets pigeons, donc ces îlots qui sont emblématiques de notre région aussi sont concernés par la préservation et le développement durable. On se rendra ensuite au Lamentin où la journée des associations a battu son plein et après on parlera culture avec le spectacle Hatshepsut qui aura lieu ce samedi. Oui. À Basse-Terre. On commence par le premier sujet. Alors, premier sujet, on parle justement aujourd'hui qui est la journée de la santé mentale. Cap Excellence s'engage pour le bien-être de tous et ils ont mis en place donc un nouveau concept qui s'appelle le contrat local de santé, qui est un outil proposé par la loi Patients, Santé et Territoire de 2009 qui permet de fédérer l'ensemble des acteurs, de développer des projets de santé et d'assurer une meilleure coordination des actions. On voit un reportage d'Olivier Félix. Lorsqu'on parle de santé mentale dans une ville comme Pointe-à-Pitre, c'est un sujet qui est vraiment, c'est une problématique qui est quotidienne. Dans la mesure où les défaillances en santé mentale se voient sur le territoire de Pointe-à-Pitre de par la population de SDF, de marginaux qui viennent de toute la Guadeloupe et d'ailleurs parfois. Pourquoi? Parce que ces personnes qui sont en souffrance, qui viennent d'ailleurs, le plus souvent elles n'ont pas de logement. Donc même lorsqu'on les repère, il n'y a pas un parcours de soins qui peut leur être proposé de manière pérenne parce qu'on ne peut pas les suivre. Donc ces gens-là sont errants dans la ville et nous posent problème. Donc il faudrait que toutes les autorités en santé, l'État et même au niveau de notre municipalité, nous nous mettions ensemble pour voir comment on peut pallier un problème comme l'hébergement, qui semble être simple, important, et qu'on n'arrive pas à solutionner. Comment on peut trouver un endroit où mettre ces personnes-là, les occuper, leur donner une activité, de manière à ce qu'elles puissent se resocialiser. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons montrer comment nous nous investissons sur ce sujet qui reste fondamental pour la Guadeloupe. Aussi bien les jeunes que les adultes, que les personnes âgées. Il s'agit pour nous, un exemple précis, d'aller vers la population et de leur dire qu'on s'occupe de sa santé mentale. Comme on s'occupe de sa santé, comme on s'occupe de sa vie, comme on s'occupe de tout, et bien là, on s'occupe de sa santé mentale et nous allons vers la population avec les institutions, avec les associations, avec les bénévoles, tous les partenaires, porter l'information
vers la population pour qu'ils puissent bien comprendre que la santé mentale, c'est pas une question de fou. C'est pas une question de fou. C'est une question de mal-être à un moment donné. Ça commence par là et ça peut arriver plus loin. Donc, très tôt, il faut mettre de la prévention. Et c'est dans ce cadre-là que les actions sont mises en place, dans le cadre de la prévention de la santé mentale. Et vous avez entendu tout à l'heure le témoignage d'une dame qui vous disait, simplement parce qu'elle ne voulait pas se doucher, tout et tout, ouais, c'est pas de la santé mentale, mais c'est déjà un début. Donc aujourd'hui, l'important pour nous, c'est d'aller vers de la prévention. D'ailleurs, c'est la compétence des EPCI et des collectivités de la prévention, donc nous allons faire de la prévention. Voilà. Eh bien, j'ai envie de vous dire que l'ouvrage de M. Aoumougou tombe vraiment à pic. Vraiment, on ne peut pas faire mieux que ça. J'ai connu l'asile d'aliénés et d'exil. C'est un ouvrage où il relate un petit peu tout son parcours d'infirmier, ce qu'on appelait avant infirmier psychiatrique. Il a commencé comme ça et puis il a progressé, il est devenu passé doctorat. Enfin bref, il a fait plein d'études et plein de remarques et surtout consacré un ouvrage à son parcours, j'ai envie de dire, de soignant psychiatrique. Alors, j'ai envie de vous poser une première question, monsieur Aoumougou. On est dans la semaine de la santé mentale en Guadeloupe. Est-ce que vous avez le sentiment quand même, en tant que professionnel, que d'une manière générale, les Guadeloupéens sont bien soignés de ce point de vue-là? Je dis ils sont soignés, mais bien soignés parce que en matière d'infrastructure, en matière notamment de formation et tout, qu'il manque pour l'approche des personnes et aussi, enfin bien soignés, ça c'est l'hôpital, mais je pense qu'il y a aussi la population, la tolérance qu'on peut avoir vis-à-vis de ces personnes. Hein, comment est-ce qu'ils sont acceptés ou rejetés? Donc, c'est-à-dire, il y a le soin à l'hôpital, mais il y a aussi cette partie de la population qui rejette la folie. Hein. Bon, oui. Il faut le dire, même des familles. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce que si on parle de projet de soins, le projet de soins n'est pas uniquement l'hôpital. C'est l'hôpital et l'extérieur. L'extérieur. Voilà. Oui. Alors, autre chose, j'ai bien aimé dans votre ouvrage que, parce qu'au départ, ce qu'on appelle le psychiatrique, ça s'appelait l'asile avant. Et quand on voit un petit peu le parcours, parce que l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, c'est du 1848. Au lendemain de l'abolition, j'ai appris ça dans votre livre, je ne le savais pas, on ouvre le premier hôpital pour les moun fous, comme on disait à l'époque. C'était déjà à Saint-Claude? C'était déjà à Saint-Claude? Si j'étais déjà... Non, je vous dis ça du 59, le premier... Oui, c'était déjà... Attends, parce que l'histoire de la folie, est parsemée de controverses et de contradictions, notamment par rapport à la Guadeloupe, hein, je dis aux Antilles. Je veux dire que la folie... on ne l'appelait pas encore malade mentale. Enfin, oui. Il y avait des gens... vous savez, si on remonte à l'histoire, oui. Enfin, la folie a plutôt un sens littéraire, mais la maladie mentale, c'est quand ça a été pris en charge par la science, notamment le corps médical, oui. Et à ce moment-là, on l'a classifié maladie mentale, oui. Parce que ça débordait... ça franchissait un cadre un peu particulier, et là il y a les pathologies, on a vu qu'il y a des pathologies, il y a des gens qui sont très mal, qui ont besoin de soins à un moment donné. Mais bon, c'est pourquoi je fais la différence entre, on dit quand même c'est faux, la folie, oui. Et la maladie mentale, c'est deux les paramètres sont quand même, ça se juxtapose, mais c'est différent de quand quelqu'un est atteint de maladie mentale. C'est vraiment, il y a une classification, et c'est le corps médical qui s'en occupe, le corps soignant. Oui. Alors, depuis la nuit des temps, il y a plus de 5000 ans avant Jésus-Christ, que les premières personnes qui se sont occupées de gens dans la rue, c'était en Inde. C'est en Inde, ça a commencé? Il y a 5000 ans. 5000 ans? Il y a 5000 ans, oui. D'accord. Vous savez, les Occidentaux n'ont pas tout inventé. Non, ça c'est clair. Tout inventé. Si on regarde bien, ils n'ont pas beaucoup inventé. 5000 ans, il y avait l'algèbre et le zéro aussi, c'était en Inde. Oui. Bon, enfin, on ne va pas rentrer dans... Non, mais je vous dis que c'est ça, vous plaît. Mais ça a pris des sens à travers le temps. La folie était, à un moment donné, comme en Afrique, était vénérée.
En Afrique notamment, c'était des possédés qui avaient des dons, et certains on les égarait aussi dans la forêt. En Europe, à un moment donné, ils étaient dans la rue, et puis à partir du Moyen-Âge jusqu'à début de la Renaissance, on les pourchassait pratiquement, embastillait. Oui. Hein? Et certains même, on brûlait certains même sur les bûchers, notamment les femmes. Je n'ai pas ni chance, mais notamment les femmes, on les brûlait sur le bûcher parce que c'était possédé du démon. Enfin, avec l'empreinte notamment du christianisme qui ne voulait pas voir ce genre de personnes. Et ça a duré des années. Et c'est à un moment donné, il y a un médecin qui s'appelle Tenon, en France, vers les années 1790 par là, qui commençait à poser le problème de la médecine et notamment de la santé et de la santé mentale. Et la science a commencé à s'occuper de ça, de cette partie de la truc. Et plus tard, Pinel, le grand fondateur, le libérateur des fous, a dit que c'est des gens qui souffrent. C'était un médecin humaniste. C'est des gens qui souffrent. Il faut les traiter comme des trucs et libère les fous à la Salpêtrière. Là, sa statue encore là, on va en train de libérer des chaînes. Ils étaient enchaînés. Parce qu'en fait, la personne souffrant de maladie mentale était pratiquement écartée du circuit normal de la santé. Quoi, oui, c'est ça. Le fou, celui, il pouvait être violent. Celui qui pouvait être violent, pouvait être violent à un moment donné, qui divaguait un peu partout, qui délirait. Et c'est-à-dire que personne ne comprenait à des moments ce qu'il dit. Oui. Enfin, quand il délire, c'est-à-dire que la personne tient des propos, il est convaincu de ce qu'il dit. Hein, c'est ça le délire. Il est convaincu de ce qu'il dit, mais en âme et conscience. Hein. Il peut avoir un délire de persécution, un délire paranoïaque, un délire mégalomaniaque, qu'il possède toutes les terres, et ça, comme certains me disaient à l'hôpital. Oui. Et alors, mais, chose curieuse, Pinel libère les fous à la Salpêtrière au début du 19e siècle. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Napoléon rétablit l'esclavage. Oui. Hein? On remet les chaînes aux nègres. Oui. Hein, je dis le mot comme il faut. Et ensuite, il fallait attendre 50 ans plus tard. Attends, les fous, écoutez bien, on arrive en 1838. On écrit un statut pour les fous, pour les malades mentaux. C'est-à-dire que ce sont des malades, ils sont reconnus comme des malades. Ce sont des malades, et on va les placer. Ils ont 2 modes de placement. Le placement volontaire et le placement d'office. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont vus par un médecin qui décide de les interner. Ou du moins un placement d'office par le préfet ou les autorités publiques. Et ça, en 1831, mais l'esclavage n'est toujours pas aboli. Il faut attendre 10 ans plus tard pour que les chaînes soient enlevées aux esclaves, aux nègres. Hein? Alors, il y a des contradictions énormes dans ça. Alors, comme si, on peut se poser, il y a des questions à se poser concernant ces contradictions. Les fous sont libérés et les nègres ont toujours leur chaîne. Alors, donc, voilà ce que je veux dire. Et puis, donc, à ce moment-là, on va créer les premiers asiles. Oui. Pour protéger, parce que c'est des gens qui méritent d'être protégés, protéger les malades mentaux. Et à ce moment-là, on va commencer, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, la science va s'en occuper, en faire des classifications. Alors, il y a quand même quelque chose, enfin bon, on retrouve ça dans votre ouvrage, et j'ai pas été étonné, mais il y avait une véritable maltraitance des internés. Parce qu'ils étaient considérés comme rien du tout, finalement. Comme rien. Ceci dit, les asiles, quand vous voyez les premiers asiles, ils encore. Vous voyez l'asile, non, mais les asiles, il y avait une architecture un peu particulière. Oui. Même en France, ça existe toujours. Hein. L'architecture est encore là. Sainte-Anne, Villejuif, Villévoix, Péré-Vaucluse, Montfavet, enfin, partout en France, vous avez encore les murs toujours là. Enfin, c'est un patrimoine, mais à Saint-Claude, il y a toute une partie des murs qui sont encore de l'asile, l'ancien asile. Oui. Il y en avait un asile aussi à Saint-Pierre, en Martinique. Hein, mais je reviendrai tout à l'heure. Mais c'est une architecture. Les gens étaient enfermés. Pourquoi? Et puis, il n'y avait pas de médicaments. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de gens formés. C'était des gardiens qui s'en occupaient. Oui, et puis ils étaient enfermés pratiquement à vie. À vie, ils ne sortaient pas, parce que, la société ne voulait pas les voir, et 2, même la famille, et puis les mettre où. Et puis, il y a une chose importante, il faut dire, c'est l'époque de la naissance du capitalisme libéral. Oui. Donc, la société devient classifiés en classe sociale, et puis il y a toute une partie qu'il faut mettre de côté et qu'il ne faut pas voir, qui ne sont pas dans la production, alors donc il faut les écarter, les mettre de côté, mettre à l'écart,
pour la bonne société, pour le bon fonctionnement, enfin, soi-disant, de la société. Oui. Mais, et puis, il n'y avait pas de médicaments. Alors, donc, il était un truc... Et ils étaient battus aussi. Hein, dans les asiles. Ils étaient battus, enfermés, aussi enchaînés. Moi, j'ai vu des gens enfermés. Quand je suis là, j'ai vu encore des gens enfermés. Donc, voilà, il n'y avait pas de médicaments. Les premiers, il y avait le sirop de chloral, il y avait la douche froide, il y avait la punition. C'était ça comme traitement, c'était ça. Et c'est-à-dire qu'après la libération de ces fous par Pinel, mais il y a eu un moment, mais après ça, il y a eu le grand enfermement qui a duré à peu près un siècle. Il faut attendre vers les années... mais encore en Guadeloupe, c'est particulier. Vers les années 1950, l'apparition des premiers médicaments, des premiers psychotropes, c'est-à-dire le Largactil, le Nosinant, l'allopéridol. Enfin, le Largactil, c'était pour l'agressivité, le Nosinant contre l'angoisse, et l'allopéridol, maintenant on parle de l'aldol, contre les hallucinations. Parce que les malades mentaux, c'est des gens qui sont très hallucinés. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a évolué, le traitement a évolué quand même? Si. Le traitement a beaucoup évolué parce qu'il y a eu, après les traitements médicamenteux qui ont fait un bond en avant, la formation a évolué et il y a eu la sectorisation, ça c'est important. Et ce monsieur, le père de la sectorisation, avec qui j'ai travaillé en métropole, j'ai eu la chance de connaître ce monsieur qui était un ancien militant communiste, un médecin, docteur Lucien Bonafé, qui est le père de la sectorisation psychiatrique. Ce qu'on voit, les CMP et tout, c'est Lucien Bonafé, qui en 1960, le 15 mars 1960, est arrivé à arracher, parce qu'il était conseiller auprès du ministre de la Santé, à arracher une circulaire du 15 mars 1960 qui dit les gens, il ne faut pas les garder comme ça à l'extérieur. Il faut faire de la prévention et ensuite la post-cure. Et c'est pas n'importe qui. Et il y a eu François Trosquelles. C'est pas, pour moi, ces gens-là, c'était pas n'importe qui était un réfugié républicain espagnol qui a commencé à parler des psychothérapies institutionnelles, en mettant des activités, en les occupant, en les orientant vers des ateliers, etc. Ça va diminuer justement parce que les gens sont enfermés, ils sont comme des bêtes. Et ensuite, j'ai eu ce monsieur comme professeur, j'ai eu de la chance. Hein. Oui. Parce que quand on prend votre parcours, vous quittez Sévalos à 19 ans pour aller à l'hôpital, c'est quand même particulier ce que vous avez fait. C'est pathétique. Oui. Alors, parce que je vais vous dire quelque chose, je pense, le métier de soignant, on ne choisit pas ça par hasard. Oui. Moi, je ne crois pas au hasard de toutes les façons. Puisque c'est la psychanalyse qui m'a appris ça, je ne crois pas au hasard. Donc, toutes les choses ont un sens. Les choses ont un sens. Ils ont une racine, ils ont une interconnexion. Il faut les chercher. Bon, alors, c'est la curiosité que j'ai depuis enfant. Mais c'était très particulier parce que quand on grandit dans les champs de cancer... Parce que rien ne vous destinait à être infirmier. Non. C'était quelque chose qui est arrivé par hasard. Oui. Par hasard, puisque... il y avait un professeur que j'avais traité, j'étais en 3e. J'avais écrit un truc parce qu'il ne m'aimait pas beaucoup et puis il n'arrêtait pas de vociférer un truc. Et j'avais fait un devoir de français et je dis qu'il rougissait comme un lion avide de chair. Il n'a pas bougé. Et on a fait, c'est marrant, mais Madame Montpierre, l'ancienne maire du Moule d'ailleurs, qui était mon prof de français, elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et puis elle dit, mais non, on a fait appeler mon père, et qu'il a dit, votre enfant est perturbé, il faut l'emmener. Bon? Oui, il faut l'emmener voir un psychiatre. Je ne sais même pas ce que ça voulait dire. Non, mais un peu révolté, mais bon, je suis comme ça toujours, de toute façon, c'est mon tempérament. Et de là, il m'emmène à Boissard, voir le docteur Mateline, qui est décédé, qui a été à Saint-Claude pendant un moment. Dans les années 60, il a été à Saint-Claude. Et je vois un monsieur assis là, je rentre, et il me dit, qu'est-ce qu'il y a, jeune homme? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, j'étais tout de même d'un calme, olympien. J'ai dit, mais j'étais... Et puis, il y avait un monsieur avec une blouse assis à côté d'un infirmier. Et il me dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il veut? Je dis, il ne va pas. Je lui explique un peu l'événement. Puis il me dit, mais il n'y a rien de mal à ça. Mais il m'écoutait, mais d'un calme, avec une distance. Il ne m'a jamais interrompu. Il m'a laissé parler, il m'a dit, mais bon, et il dit à mon père après, mais votre fils n'est pas malade. Il est un peu révolté, mais il n'est pas malade.
je veux le voir encore 2 fois en entretien. Et puis, et puis, c'est ce qui s'est passé. Hein. Après, il m'a dit, mais après, j'ai pas pris l'école, et voilà. Et ça m'a impressionné. Et en sortant, je demande à l'infirmier, il m'a dit, oui, il faut passer un concours, les études durent 2 ans. Mais vous savez, j'avais 15 ans, hein, j'ai attendu les années, et puis je lisais les journaux, et quand j'ai vu le concours, je me suis présenté. Et j'ai été admis. C'est comme ça, le 2 janvier 69, je rentre à l'hôpital de Saint-Claude. Vous avez fait combien d'années à Saint-Claude? J'ai travaillé, je suis rentré en 69, j'ai eu mon diplôme en 72. Ensuite, j'ai travaillé 5 ans à Saint-Claude déjà, jusqu'en 75. Je suis parti en métropole, je suis resté 20 ans. Mais ça vous a beaucoup marqué, visiblement, hein, le passage à cet hôpital, enfin à l'asile, comme on l'appelait. Oui, non, mais c'est là que j'ai pris mes repères, j'ai découvert des choses. Hein. J'ai vu l'homme dans tous ses débats et sa splendeur aussi, l'être humain, dans tout ce qu'il est, quoi, hein, dans toutes ses entrailles, comment ça fonctionne, et comment fonctionne aussi une société. C'est parce que ce qu'on entend dans le discours des patients, c'est assez fabuleux. C'est là qu'on se rend compte où on est, et de quoi on descend, et de quoi on est fait, nous, notamment nous, Guadeloupéens. Hein, il y a des choses. Ben, j'entendais des discours des patients, mais c'était fantastique. Vous faites référence souvent dans votre ouvrage aux damnés de la terre de Frantz Fanon, mais en fait, le système colonial a beaucoup aidé aussi pour écraser le mental des, j'ai envie de dire, décolonisés, finalement. C'est pas une découverte, c'est une réalité, c'est une vérité historique. Oui. C'est une vérité historique. Quand on voit les gens de l'origine, parce que je vous disais tout à l'heure, il y avait la problématique du nom, par exemple. Les gens sont on n'a pas découvert l'Amérique puisqu'il était habité. Il y avait des gens, des vieilles civilisations très anciennes, qui avaient aussi une écriture, des sociétés organisées. Les Mayas, les Aztèques, etc. C'était des gens, des grandes sociétés. Hein. Jusqu'à présent, on n'a pas déchiffré encore. Et qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a l'or, il y a les légumes, il y a c'est des pays riches. C'est une terre riche. On croyait que c'était l'Inde, mais ce n'était pas l'Inde. Et quand on dit, à ce moment-là, on va introduire le système. On a fait des expériences, hein, le système esclavagiste. Et donc, ensuite, la rupture avec l'Afrique, un truc, etc., radical et total. Oui. Mais ça, c'est les grandes blessures. On parle de génocide, etc., mais la grande blessure de l'humanité, j'aime bien. Mais ça, pendant 3 siècles et demi, c'est ça. Hein, radical total. Vous n'avez pas de nom. Vous avez un numéro. Oui. C'est pas si, pour un être humain, si on se rend compte, si on se rend compte pour un humain, parce que c'était pas des hommes. Oui. Et ça, on le retrouve dans encore. Vous savez, quand on est comme ça, mais c'est au moment où l'individu devient malade, malade mental, cette régression qui s'effectue, on voit que il y a des choses qui ressurgissent constamment dans le discours et dans le délire. Hein, notamment par rapport au nom, par rapport à l'identité, par rapport à la famille, par rapport à énormément de choses. Il y a des connotations qui sont... Alors, je veux revenir avec vous avant de finir. Juste un petit extrait de votre ouvrage, il y a la page 71. Alors, vous parlez d'un syndicaliste et il vous dit, nous n'avons pas besoin de ça, m'a dit un syndicaliste, et non des moindres, formation séminaire français. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça c'est l'histoire. Alors, c'est pourquoi l'asile. Alors, il y a 2 choses. Qu'est-ce que l'asile et qu'est-ce que non? Mais c'est formation séminaire français, mais c'est la grande ambivalence des choses. Mais on demande aux Français de faire des avancements, de mettre en place des lois, etc. Formation séminaire français. C'est-à-dire que la formation a toujours été un problème depuis... Parce que l'école d'infirmière s'est fermée en 1973, je crois, 1974, enfin, j'étais en métropole, ou 75, je ne me rappelle plus. Et à travers ça, il y avait, je crois, d'après les informations, des règlements de compte. Personne n'a pas levé le petit doigt. C'était Luc Fleury qui s'occupait. Luc Fleury, l'ancien entraîneur de la Gauloise, s'occupait de ça. On n'a pas levé le petit doigt pour défendre une école. Hein.
Ensuite, il y a eu la formation continue, par la loi après. Mais pendant des années, alors tous les cadres, je vous dis, étaient nommés à l'ancienneté. Ouais. Quand je suis revenu en Guadeloupe, il y avait 2 cadres seulement qui avaient fait une école de cadre. Ouais. Et là, mais il y avait un retard considérable au niveau formation des gens, sur le management, sur l'animation, sur la conduite de réunions, etc. C'est pour les cadres. Les cadres et ça a des conséquences sur le traitement. Comment? Ça a des conséquences sur le traitement des patients. Sur l'organisation, oui, bien sûr. Sur l'organisation. Alors, il n'y a pas de plan de formation, non plus. Et le directeur, à l'époque, m'a demandé de m'occuper de ça. Et il a dit qu'il y a un retard considérable, et notamment de construire un plan de formation. Et de mettre en formation pour les cadres nommés à l'ancienneté. Et c'est là que c'était bouclier, pas de formation, c'est la nomination à l'ancienneté, c'est tout que français, c'est comme tout cas dit l'expression, ça c'est plutôt à français, c'est le syndicaliste qui veut dire ça. Un dernier petit mot, on parlait tout à l'heure des noms, et vous dites simplement, après l'abolition, on pouvait très bien hériter de noms de philosophes grecs ou d'empereurs. Alors, vous donnez des noms qui existent toujours en Guadeloupe. Oui. Platon, Démocrite, Marcus, Tibère, Démon, Négrobar, Malcousu, Cannibale, je connaissais, Trouabal aussi, Négrobar, etc. La blessure d'une anthropologie, d'une séquelle de l'esclavage aux Antilles. Enfin, ce que je dis, bon, il faudrait des heures pour parler de tout ça, mais je conseille aux Guadeloupéens de lire ce livre, y compris les gens qui ne sont pas dans le secteur de la psychiatrie, parce que c'est un parcours d'un Guadeloupéen qui est parti il faut le dire, du plus bas niveau, parce que votre père était charretier, c'est ça? Oui, coupeur de canne charretier dans les champs de canne à sucre. C'est là que j'ai grandi. J'allais à l'école les pieds nus, jusqu'au CM2, les pieds nus. Voilà. À traverser la ville, moi, j'allais à l'école à Pont-Biré. La seule école qui existait dans la région de Saint-François-Émile, c'est Pont-Biré. La seule école, jusqu'en 1960 et quelques. Et après, Bois-Jaune s'est construit plus tard, vers les années 60. Et ensuite, Zévalos s'est construit. J'ai jamais été à l'école à Zévalos, mais j'habitais à Zévalos. Zévalos s'est construit après, beaucoup plus tard. Et du Pédou. C'est la seule école. Il est devenu cadre supérieur de santé, responsable de formation continue, avec un parcours universitaire hors du commun, puisqu'il est devenu titulaire d'un doctorat de sciences de l'éducation. Cet ouvrage, vous l'avez déjà signé en librairie? Oui, non, je passe à la librairie culturelle 19 octobre, de 18h à 20h pour la signature, et à Moule, après un livre, le 14 décembre. Une dernière chose, est-ce que vous ferez des conférences autour de votre ouvrage? Pour la demande, je cherche, si on me demande. Il n'y a pas de souci. Si vous connaissez des noms, de toute façon, il faut populariser. Il y a des choses qu'il faut dire aux gens, que les gens doivent savoir. C'est un livre d'histoire, en fait. C'est un livre d'histoire. Comme les gens disent. Et puis, comme beaucoup de choses de notre histoire sont inconnues, les gens ne le savent pas. C'est ça. Parce que je parlais de l'habitation tout à l'heure. Je prends l'habitation, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur l'habitation? Le fonctionnement, la vie sur l'habitation réelle. Comment ça se passait? Il n'y a pas d'écrit là-dessus. En fait, d'ailleurs, je vous dis ça là, mais j'ai quelques idées. Il faudra le faire. En tout cas, merci d'être venu. Je profite pour parler d'un livre que j'ai lu il y a 2 ans et qui n'est pas dans le même sens, mais qui est aussi intéressant. Folie douce et fou enragé. C'est encore une infirmière de Saint-Claude qui a commencé à Saint-Claude. Oui, une ancienne, Marlene Dabrion, qui a écrit cet ouvrage, Folie douce et fou enragé, une anthropologie créole, où justement elle est partie d'une expression, enseignant folie douce, ou même c'est son fou enragé, c'est des choses qu'on dit en créole toujours, un fou enragé. C'est quoi un fou enragé en fait? Un fou enragé, il est violent. Violent, et une folie douce, c'est quoi? Une folie douce, il est fou, mais il ne fait rien à personne. Il n'est pas dangereux. Il parle de trucs, mais il est complètement à côté de la blague, mais il ne fait rien à personne. Mais le fou enragé, en principe, c'est lui qui tape là. Et qu'on enferme aussi. Qu'on enferme dans des cellules. Ça, j'ai vu ça à Saint-Claude. Merci Frédéric Mougon en tout cas pour tout le travail fait pour la Guadeloupe, pour la psychiatrie et pour la santé. Et je rappelle que nous sommes donc dans la semaine d'information sur la santé mentale. Iman en a parlé tout à l'heure. Il y a plein d'activités depuis hier, du 7 au 20 octobre. C'est la 35e édition et c'est placé, je l'apprends, sur le haut patronage du ministère de la Santé. Enfin, je crois qu'il y a un nouveau ministre de la Santé. Voilà, il est exactement 13h. On a terminé avec M. Armougon pour cette première interview. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du ZC, là tout à l'heure.
Voilà, nous sommes revenus avec vous pour la deuxième partie de ce ZCL News. On va rester encore dans les livres. Tout à l'heure, on avait un bouquin. Bon, ben là, on va avoir plein de bouquins puisqu'on va parler du Festival littéraire pour la jeunesse. Bonjour, monsieur Lamoureux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un peu plus tard, on va recevoir Estella Moutou. Bonjour. Bonjour. C'est une artiste et passeuse de danse. On revient un petit peu sur l'actualité rapidement avec Inma News. Oui, on va parler de la formation sur le dépistage néonatal. Donc le dépistage néonatal qui est un enjeu majeur pour la santé de nos tout-petits. Et à l'initiative du GIP RAPSEC de Guadeloupe, les professionnels se réunissent aujourd'hui pour parler de formation autour du dépistage néonatal de la surdité. Les atteintes touchent une naissance sur 1000, faisant de ce dépistage précoce une priorité pour assurer un accompagnement adapté aux familles concernées. On voit un reportage de Solène Fèvre qui s'est rendue lors de cette journée. Le GIP RAPSEC, c'est un établissement qui assure des missions de service public. Nous avons plusieurs composantes. Nous avons le DAC, le dispositif d'appui à la coordination, mais nous avons le DSR en périnatalité qui intervient aujourd'hui sur les préoccupations liées à une mission, la mission du dépistage de la surdité néonatale. À partir des 24 premières heures de vie, l'enfant peut bénéficier de ce dépistage. Donc il est fait par une sage-femme, par une puéricultrice, une auxiliaire de puériculture, par un personnel soignant. Et puis par la suite, on a un résultat. Ce résultat dit si l'enfant entend ou si le test n'est pas concluant. Si le test n'est pas concluant, il bénéficie d'un deuxième dépistage et éventuellement d'un accompagnement, cette fois-ci avec le centre de référence de la surdité au CHU. Ce sont des électrodes qu'on pose à certains endroits stratégiques et on envoie une stimulation au cerveau. Et de là, comme l'enfant, le nourrisson n'est pas capable de nous dire qu'il entend. Donc à ce moment-là, son cerveau réagit et le test est validé ou pas. Le dépistage en général, ça, c'est pas un sujet tabou. Le dépistage standard à la naissance qui est fait par le test de Guthrie, par exemple, qui a une toute petite prise de sang, il est quasiment jamais refusé. Le dépistage de la déficience auditive ou de la surdité, il est également très bien accepté. En pratique, on a très peu de reflux. On aura les chiffres là de l'année 2023. Mais je pense qu'on a moins de dizaines de parents qui auraient refusé le dépistage. Il faut encore agir, il faut encore former les acteurs, il faut encore interpeller sur les nouveaux matériels, sur le nouveau dispositif, une organisation beaucoup plus précise. Comment interpeller le parent, comment structurer l'accueil au niveau de l'hôpital, comment structurer notre organisation au sein du DSR en périnatalité. Ce sont toutes ces questions que nous ferons, que nous échangeons, sur lesquelles nous échangeons aujourd'hui et nous ne pouvons le faire qu'ensemble. Les professionnels de santé, évidemment, ont besoin d'être accompagnés. C'est vrai qu'ils sont sur le terrain tous les jours. Et c'est important de prendre ce temps, finalement, de voir avec eux. Voilà ce que vous faites depuis 10 ans. Voilà comment vous le faites bien. Et voilà comment on peut encore mieux le faire. Et c'est vraiment l'objectif de cette journée, de leur montrer que vraiment, ils font du bon travail. On est quand même à plus de 95% d'exhaustivité. Et là, on va chercher ce 5% supplémentaire pour être vraiment sûr qu'en Guadeloupe, tous les enfants sont dépistés. Voilà. Et on va parler un petit peu de livres, puisque la 4e édition du Festival littéraire débute ce jeudi. Bonjour, monsieur Lamour, bonjour. On vous connaît comme poète aussi. Alors, comme éditeur d'une anthologie. Oui, aussi. Voilà. Alors, ce festival, présentation, livre au grand large. Oui, lire au grand large, parce que tout simplement, on a envie de faire lire des supports différents, des livres différents, des albums pour les tout-petits, des romans pour les ados. Et puis, je précise aussi que, même si c'est un festival pour la jeunesse principalement, c'est le festival de tout le monde. De tout le monde, j'imagine, oui. Bienvenue, bien entendu. Tout à fait. Et donc, vous avez un certain nombre d'auteurs que vous avez invités. Mais alors, je vous pose la question parce que souvent on le dit, les gens ne lisent pas suffisamment, lisent de moins en moins à cause des écrans. Est-ce que c'est votre sentiment ? Alors, c'est un sentiment bien partagé, puis les statistiques vont dans ce sens-là aussi, notamment chez les jeunes. Un petit peu moins chez les jeunes filles que chez les jeunes garçons. Ah bon ? Oui. D'accord. Les statistiques le disent, c'est dedans. Bien sûr alors, plutôt que d'accuser, moi, il me semble qu'il faut plutôt inciter. Les jeunes ne lisent pas assez. Est-ce qu'on lisait, nous, quand on était jeunes, assez ? On pourrait aussi se poser la question. Bon, oui. Je ne suis pas très sûr de la réponse. Les inciter à lire, les faire rencontrer des auteurs. Ça me semble le médium le plus efficace. Ça fonctionne bien, y compris chez les tout-petits. Et cette année, on s'ouvre aux plus jeunes. Oui, j'ai vu depuis le CP, pratiquement. Ouais, la maternelle même, la maternelle. Absolument. Ouais. La grande section.
Oui. Voilà. Parce qu'on considère, et c'est une demande aussi des enseignants. Il faut créer son public aussi. Alors, il faut créer le public, il faut espérer qu'on forme des futurs lecteurs aussi dès le plus jeune âge. Oui. Mais alors, bon, là, c'est une question un petit peu délicate, mais est-ce que les enseignants poussent un petit peu à la lecture? Oui, suffisamment. Mais ça fait partie des missions. Oui, ça fait partie des missions. Mais je posais la question. Oui, enseignant. Dès les petites classes, on lit des livres et on fréquente des objets livres. Oui. Assez ou pas assez, c'est une question. Nous, voilà, on veut rajouter quelque chose d'un peu neuf et proposer aussi des livres et la venue d'auteurs qui ne sont pas habitués du territoire. Oui. Alors, ce qui est particulier, c'est que vous êtes aussi très digital, parce que vous avez une librairie éphémère. Oui, elle est éphémère, mais avec des vrais livres. Ah, avec des vrais livres, pas des livres... du tout. Non, pas de livres digitaux. Non. On a un partenaire libraire, Point Lire, qui viendra là proposer sur place, absolument, pendant toute la durée du festival. Oui. C'est important, parce que si on suscite une envie, il faut pouvoir la concrétiser, aller jusqu'au bout. Bien sûr. Et alors, donc, la première partie, jeudi, donc, pour les jeunes, grande section maternelle, CP... Oui. CE2 jusqu'au CM2, non, jusqu'à la 6e pratiquement, hein, jusqu'à avec la baleine rouge. Oui, bon, on essaie de satisfaire tous les niveaux, parce que souvent les enseignants ont besoin d'avoir des repères de ce type, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais proposer à ma classe. Voilà. Oui. Donc on simplifie en quelque sorte le travail en choisissant pour un auteur un livre particulier, voilà, et que les enseignants peuvent découvrir avant de venir au festival. Alors, j'ai oublié de le dire, ça se passe au Fort Fleur d'Épée. Oui. Et vendredi, librairie éphémère. Alors, c'est un autre public. Alors, la librairie éphémère, elle est là tout le temps. Oui. Enfin, non, si elle est là tout le temps, elle n'est pas éphémère. 2 jours et demi. Oui, 2 jours et demi. Est-ce qu'on peut garder éphémère, je crois. Oui, elle est éphémère. Et elle est éphémère au Fort Fleur d'Épée. Voilà, au Fort Fleur d'Épée. Elle est éphémère au Fort Fleur d'Épée. Alors, donc, les scolaires, la deuxième journée pour les 5e, 4e jusqu'au lycée. Et avec des écrivains, dont une autrice qu'on connaît déjà, Estelle Sarabul. Oui, Estelle Sarabul. Qu'on a déjà reçu ici, qui a écrit un ouvrage sur Bastien. Alors, quel va être le rôle des écrivains pendant ce festival? Alors, pendant le festival, c'est eux qui ont le rôle principal. Ils ont la parole, ils présentent leurs livres au public, jeune ou moins jeune. Et ensuite, il y a un débat avec la salle. C'est aussi une des caractéristiques du festival. On essaie le plus possible de laisser la parole et de donner la parole aussi bien aux enfants qu'aux adultes qui sont là. Ça fonctionne assez bien en général. Et donc, le dernier jour, c'est samedi. Oui. La librairie éphémère est toujours là présente, mais cette fois-ci avec le grand public, réellement. Oui. Alors, on présente, et ça c'est une première, la revue des cultures haïtiennes d'Ocréis, avec le directeur de la publication et puis des artistes guadeloupéens qui ont déjà participé à cette revue. Et puis ensuite, on recevra à nouveau Martin Panchaud, puisque son ouvrage, c'est une bande dessinée, ça devrait vous parler particulièrement. C'est à la fois pour les jeunes, mais évidemment pour tous les publics, comme beaucoup de bandes dessinées. C'est un roman graphique, pour être plus précis. Voilà. Ah, c'est un roman graphique. Oui, c'est un roman graphique. Alors, et on termine avec Nadia Chanville. Voilà. Alors, j'ai vu quand même que vous avez la revue haïtienne des cultures que je ne connaissais pas, d'Ocréis. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une revue alors haïtienne parce qu'elle a été fondée en Haïti. Son directeur de publication, c'est Jean-Ariel Sanson, qui sera là, qui arrive demain lui aussi. Et c'est une revue qui donne en général le feu, enfin le champ libre ou le feu vert, allais-je dire, à toutes les diasporas créoles en fait, antillaises, mais aussi caribéennes. Oui. Alors, bon, on va vous faire le reproche, je vous le fais en direct comme ça. Je vous en prie. Pas de grande place pour le créole. Pas encore. Pas encore. Voilà. Ah, il y aura une... On y pense. Ça viendra. On y pense. Ça viendra. Est-ce que vous parlez déjà un petit peu créole? Je peux pas me vanter de ça. Ah, bah, pas non, ce serait pas faire honneur à la langue. Ah non, mais ça s'apprend quand même. Oui, ça peut s'apprendre. Il y a même des ouvrages maintenant pour l'écriture, la parole, etc. Absolument. J'en connais quelques-uns. Donc, il y aura un jour en grand large avec des écrivains guadeloupéens créolophones. Absolument. Ça viendra. C'est dans les tuyaux, comme on dit. Oui. Vous étiez là au colloque de Marie Scondé? Non, vous n'êtes pas allé. J'étais en train de préparer. J'étais en train de préparer votre festival. En tout cas, bon festival. À partir de jeudi. Oui. À partir de jeudi, on vous attend. Oui, Fort Fleur d'Épée. Et ouvert, c'est gratuit l'entrée? C'est gratuit, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est gratuit, il faut garder son argent pour acheter des livres. Pour acheter les bouquins à la librairie éphémère. En tout cas, merci, monsieur Lamoureux. Vous êtes amoureux de la lecture, j'imagine.
ai-je le choix? Oui, qu'on ait un nom comme ça s'invente pas. Merci de votre invitation. 13h16, je précise que jeudi, on recevra l'une de vos invités. Je parlais de Madame Estelle Sarabul, Bastère, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Bastère, qu'on recevra ici avec plaisir. En tout cas, merci de l'avoir invité, merci d'être venu. Merci à vous. 13h16, on revient à l'actu avec Iman Yosé, on va parler d'un spectacle que j'ai vu, qui est de qualité. Je l'ai vu au Maquia. C'était il y a combien de temps? C'était au mois de juin. Au mois de juin. Au mois de juin dernier. Et qui sera de nouveau à Bastère. Il y a peut-être une personne que je n'avais pas vue dans ce spectacle. Je ne sais pas. De qui elle était dans le spectacle? Je ne sais pas. Ouais. Parce que j'ai regardé les photos. Ah bon, pourtant elle était là. On ne pouvait pas la manquer. Elle devait avoir un habit particulier. Bref, il y a un sujet là-dessus. Il y a un sujet, justement. On parle de Hatshepsut qui va faire vibrer Bastère. Oui, Bastère sera la capitale de cette scène artistique avec ce spectacle qui aura lieu ce samedi. Une production qui plonge au cœur de l'Égypte ancienne et aussi de la Caraïbe. On voit un reportage de Charlie Dagonia qui est venu lors de la répétition pour voir les coulisses de ce spectacle. Il s'agit d'un spectacle de danse orientale à la croisée des chemins entre l'Égypte et la Caraïbe, en passant par la Guadeloupe, et avec un clin d'œil aussi pour les danses latines, avec la troupe de Céline Valmont, qui va aussi faire de la salsa. Mais au-delà de ça, c'est un spectacle qui parle de la femme, de la puissance de la femme, épanouissement de la femme, et qui met en valeur tout ça au travers de l'histoire d'Hatshepsut. Je crois qu'on est une bonne cinquantaine sur scène. Ce sont les élèves d'Iman Sioudan, essentiellement, donc de tous ces cours, sur tout le territoire guadeloupéen, qu'elle a regroupé pour pouvoir faire un spectacle prodigieux en l'honneur des femmes et surtout en l'honneur de la reine Hatshepsut, qui est une des plus grandes, on va dire, reines d'Égypte, et qui mérite d'être connue et dont les caractéristiques, le caractère en particulier, peut parler à de nombreuses femmes qui peuvent s'inspirer de son passage, de ce qu'elle a pu faire pour aujourd'hui rayonner aussi dans nos propres vies. Vraiment, on s'appuie sur le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, et on essaie de se pousser les unes les autres à donner le meilleur de nous-mêmes et que ça transparaisse sur scène. C'est vraiment un spectacle pour émerveiller, être dans la contemplation, être dans l'éblouissement, et en même temps, il y a la partie culturelle, historique, qui est très importante et qui nous ramène de ce territoire à chez nous. On essaie vraiment de faire comprendre à tout le monde, et en particulier aux femmes qui viennent nous voir, qu'au fond d'elles, elles ont cette petite lumière et il ne tient qu'à elles de venir justement la réveiller et de briller dans la vie de tous les jours, dans tous leurs projets, et ce, par la danse. Bon, alors c'est samedi, samedi à l'auditorium Jérôme Cléry de Bastère, et donc avec Stella Moutou qui sera parmi nous, voilà, une artiste bien connue. Seba Moutou. Seba, oui. Vous n'appelez jamais SMS? Oh. Alors, on l'avait pas vu venir. C'est SSM. C'est SSM? Ah, c'est pas SMS, d'accord. C'est la première fois. On l'avait pas vu. Ouais. Pardon? C'est la première fois qu'on me dit ça, donc j'apprécie beaucoup. Bon, tant mieux. Alors, comment vous êtes entrée dans ce spectacle avec Iman? Eh bien, j'ai été invitée par Iman, qui a eu cette idée folle de réunir... Folle douce quand même. Oui, mais on est dans la santé mentale. Oui, on est dans la santé mentale. Voilà. C'est de la folie douce et de l'ivresse douce aussi que procure la danse. Oui. Et effectivement, Iman nous a réunis, Fred Dehay et moi-même, pour nous parler de son idée. Donc, elle a demandé à Fred de composer la bande avec toutes les idées qui vont nourrir en fait ma chorégraphie, et m'a donné carte blanche pour que je puisse créer la passerelle entre le voyage en Égypte et l'arrivée en Guadeloupe. Donc faire le lien dans la danse, dans le corps, avec ce qu'on a ici
et ce qu'on peut retrouver de similaire avec les danses égyptiennes. Alors, je note quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans le spectacle. Alors, les hommes sont là en soutien, en fait. On ne les voit pas, mais ils sont là en soutien. Ils sont quand même en back-office. Exactement. Mais ils ne dansent pas. Ils ne dansent pas. On n'a pas encore vraiment de danse qui osent pratiquer la danse orientale chez nous. Oui, il y en a eu quelques-uns, juste pour répondre à la question. J'ai eu des élèves, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un frein psychologique sur se dire, est-ce que la danse égyptienne, on l'attache souvent à quelque chose de un peu dénudé, un peu exotique. Et à la femme, alors qu'en Égypte, les danseurs sont des danseurs hommes folkloriques. Le folklore égyptien est fait par des hommes. Ici, le interdit aux femmes. Hein. Oui, vous savez ça? Oui, bien sûr. Oui, maintenant, bon, ça commence un petit peu à se calmer un peu. Mais ça, jusqu'à récemment, il y a de grosses polémiques. Sur la femme positionnée sur le tambour, on va dire. Oui, du tambour, la femme. Alors, le spectacle est un peu particulier. Alors, il part de l'Égypte et il arrive en Guadeloupe. Il arrive en Guadeloupe et il fait un détour aussi. Il traverse le Nil quand même. Il traverse le Nil, effectivement. Oui. De toute façon, l'épopée et l'histoire de la reine Hatshepsut est contée tout au long du spectacle en voix off. Oui. Donc, on apprend, on s'enrichit et on prend beaucoup de plaisir à être là avec un décor extraordinaire. Et c'est moi que vous voyez. C'est vous là. Oui, c'est moi. On va l'entendre peut-être en direct. D'accord. Et sur vraiment une très belle bande-son composée par Fred Dehay, spécialement pour ce spectacle. Oui. Non, c'est un très beau spectacle, je confirme, bien mis en scène et la chorégraphie était bien faite. Je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, bon, j'ai quand même pris du plaisir. Alors, il y a quand même aussi, il y aura de la salsa, Bastien? Oui, il y aura de la salsa avec la S-Flow Dance Company. Ça, c'est la partie caribéenne. La partie caribéenne, parce que en fait, dans on va dire, pan du spectacle, c'était important de montrer qu'on est des femmes guadeloupéennes et dans la Caraïbe et qu'on s'est enrichi de plein d'univers différents et voilà, de montrer à travers la danse comment on peut nous s'exprimer sur toutes les on va dire flavors, saveurs qu'on a ici, parce qu'on est un carrefour, vraiment. La Guadeloupe, pour moi, la Caraïbe, c'est un carrefour de plein de choses et c'est de tisser des ponts qui est important et pas d'être dans un cloisonnement individuel qui va nous permettre de nous élever. Donc, la danse orientale, il y en a très peu, c'est vrai, en Guadeloupe. C'est quelque chose peut-être qui peut paraître exotique, mais en fait, pas tant que ça, quand on voit le spectacle, parce qu'il y a vraiment des racines, je veux dire, africaines. L'Égypte, c'est en Afrique, encore, je répète. Et donc, c'est important de créer les passerelles, en fait, entre les danses. Mais alors, pourquoi, justement, la danse orientale, elle est aussi axée sur le mouvement du ventre? Alors, c'est Napoléon qui a vu le ventre quand il est venu. Oui, qui a vu le ventre quand il est venu en Égypte. Il a vu le ventre des femmes, donc c'est pour ça que ça s'appelle danse du ventre ou belly dance en anglais. Oui. Mais concrètement, c'est des danses qui étaient rituelles à la base, puisque c'était pour honorer des déesses, Isis, Hathor, les déesses Sekhmet. Donc, c'est des choses qu'on aborde en fait dans le spectacle. C'est l'origine du monde. Et c'est la matrice, universelle. Voilà, tout le monde sort du même endroit en fait. Donc, il n'y a pas non plus de mal à parler de danse du ventre, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais quand il y a la danse du ventre, est-ce que les hommes font la danse du ventre? On parle pas de la même. Quand c'est des hommes, on parle pas de danse du ventre. On parle de danse folklorique. On parle de région. Donc, quand on danse, par exemple, le Saïd, donc c'est le sud de l'Égypte, on va avoir des danses qui sont masculines, bâtons, comme il y a des danses aussi, le Malioulé, par exemple. Ici, c'est le pendant, en fait. C'est l'équivalent en Égypte. On a ça ici. Donc, il y a des danses, il y a des passerelles qu'on peut créer et qu'on peut voir en fait, et dans le spectacle c'est l'idée aussi de montrer quelque chose d'universel. C'est pas parce que c'est égyptien que ça me concerne pas en fait. Madame, ça a été difficile d'entrer dans la danse du ventre? C'est bas, vous pouvez simplement dire c'est bas. Non, pas du tout, puisqu'en fait, dans les danses qu'on pratique ici, Krouka, le bassin est là aussi, spécifiquement dans le Toumblac, on le sait, où la place de l'ondulation des hanches est là quasiment tout le temps, dans ce rythme-là en particulier. Oui. Et ça active, comme disait Iman, ça active des centres énergétiques pour aller beaucoup plus loin. Ce sont des danses de dévotion, ce sont des danses aussi d'alignement de nos énergies et d'ancrage. Donc ça travaille vraiment plus
le corps en profondeur que ce que ça peut paraître en surface. Alors, autre caractéristique de ce festival, c'est un festival de couleurs, hein, c'est oui, pratiquement. Ce sont les décors et les vêtements. Alors, combien de scènes, de séquences y a-t-il dans ce spectacle? J'essaie de compter, mais après, je me suis perdu. Je crois qu'on est à 15 ou 16 tableaux. Oui, 15 tableaux? Oui, avec des costumes différents. Combien de vêtements? Autant de vêtements que de tableaux. Le spectacle rassemble combien de personnes au total? Là, on doit être une quarantaine, en tout. Mais il y a, entre la première édition et la deuxième, il y a eu des petites adaptations, mais en tout cas, l'essence du spectacle reste le même, identique. Et c'est difficile à gérer, 40 personnes sur scène? Non, Iman fait ça très très bien. Les répétitions générales servent à ça aussi, à réunir tous les groupes et faire en sorte que les transitions soient faites avec beaucoup de fluidité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant la répétition générale, chaque personne peut voir le tableau des autres, ce qui n'est pas possible quand on est sur scène. On ne peut pas être dans les coulisses en train de se regarder. Et ça permet de créer une belle cohésion. Moi, j'ai pu assister à ça et de voir que tout le monde s'encourage, tout le monde souhaite le meilleur à chaque passage. Et c'est extraordinaire, en fait, de pouvoir vivre ça. Donc, il faudra voir ça avec... Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Bastériens qui vous regardent? Venez nombreux, venez, remplissez la salle de l'auditorium ce samedi. Les portes s'ouvrent dès 19h30. Nous vous attendons avec grand plaisir. Ça dure combien de temps? 1h30. 1h30 90 minutes, comme le CDCL. Bien. Voilà. Merci, Mme Moutou. Je vous appelle plus SMS, mais enfin, je vais y penser. Appelez-moi Seba, ça suffira. Seba, comme Kémy? Comme Kémy? Seba, exactement. Comme Kémy. Ça veut dire étoile. Stella, ça veut dire étoile. Donc c'est Stella étoile. Voilà, il est 13h28. C'est la fin de la deuxième séquence du ZCL News. On se retrouve tout à l'heure pour la dernière avec Miguel Douberne et créateur d'une comédie musicale, Independent Queen, M. Marc-Kevin Pierre, qui sera avec nous dans un instant. Merci, madame. Beaucoup. Merci, monsieur Lamoureux. Rendez-vous est pris pour jeudi, vendredi et samedi. Nous vous attendons. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous sommes de nouveau avec vous pour la dernière séquence du ZCL News. Dans un instant, nous allons recevoir M. Marc-Kevin Pierre. Bonjour. Bonjour. Il est le créateur de la comédie musicale Independent Queen. Et nous allons terminer avec la rubrique, la chronique de Miguel Douberne. Bonjour. Bonjour. Elle est là. Et on parlera avec elle tous. Mais avant, on fait un petit retour sur l'actu avec Iman. Oui, on va parler du lancement de la concertation sur la gestion des îlets pigeons. Donc, les îlets pigeons sont nos joyaux naturels de la côte guadeloupéenne et ils sont au cœur de cette concertation. L'objectif est de préserver la richesse écologique de ces îlets tout en valorisant un potentiel touristique et économique. Donc, ce lancement marque le début d'un dialogue entre les autorités locales, les acteurs de la protection de l'environnement et les habitants pour réfléchir ensemble à une gestion durable de cet espace protégé. On voit un reportage d'Olivier Félix. Je tiens d'abord à saluer l'initiative du Parc national d'avoir lancé cette concertation autour des îlets pigeons. Donc, c'est une problématique qui nous tient à cœur, puisque comme on aime le dire, l'attractivité de ce site-là, il est dû à la richesse exceptionnelle en termes de flore et de faune sur ce site. Donc, effectivement, nous avons énormément d'activités économiques, de loisirs sur le site. Et l'objectif, c'est de pouvoir concilier et de trouver un équilibre entre ces activités économiques et de loisirs et la préservation de la biodiversité. On va faire étape par étape. Parce que l'idée, c'est vraiment que chacun des acteurs puisse s'exprimer. C'est vraiment pour que lorsqu'on établira ce plan de gestion, ce document stratégique de gestion des îlets, on puisse avoir vraiment balayé toutes les situations, que ce soit sur les acteurs socio-économiques, que ce soit sur les associations, le Guadeloupéen lambda, le touriste qui passe, qu'on puisse vraiment tenir compte de chacune de ces composantes pour vraiment définir une nouvelle façon de gérer les îlets pigeons. La richesse, c'est notre biodiversité. C'est ce qui attire les clients, donc ils doivent se tenir à respecter la réglementation. Du côté de la ville de Bouillante, nous avons lancé un projet autour de l'organisation du mouillage, puisque c'est aujourd'hui les mouillages sauvages qui dégradent
nos fonds marins. Et depuis quelques années, nous travaillons sur la mise en place d'une halte légère de plaisance avec des mouillages éco-récifs qui vont permettre justement que l'État nous donne la main sur cette organisation et qu'on puisse, nous, la ville, réglementer les différentes activités. Il n'y a jamais une solution qui plaît à tout le monde. Par contre, l'objectif, c'est de trouver celle où chacun, au maximum, trouve son compte. Donc oui, ça va nous demander beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on a fait le choix de se faire accompagner par des professionnels de la concertation, donc les 2 bureaux d'études qui étaient là ce soir, et puis de renforcer aussi les équipes du parc, d'organiser le travail en interne pour que justement les équipes du parc soient dédiées sur ce grand projet qui nous tiendra au moins pour une année. On continue justement avec la journée des associations de la ville du Lamentin qui a pu mettre en lumière le dynamisme et l'engagement des acteurs associatifs locaux. C'était l'occasion pour les habitants de découvrir la diversité des associations de leur ville, de participer à des animations et de renforcer le tissu social. On voit un reportage de Solène Fèvre qui a pu nous faire vivre les moments forts de cette journée. Aujourd'hui, nous sommes à la 7e édition du Village des activités. C'est une manifestation annuelle qui permet de regrouper les associations du territoire et aussi les partenaires institutionnels qui sont dans le secteur de la vie associative. Pourquoi? Parce qu'en fait, on aimerait que la population puisse avoir les activités qui existent sur le territoire et notamment qu'elle puisse avoir les dispositifs qui sont mis en place pour qu'on puisse les accompagner à avoir accès à des activités physiques, sportives, culturelles et autres. Nous sommes partenaires avec la ville du Lamentin depuis plusieurs années. Nous avons signé une convention territoriale globale qui encadre les actions et les projets qui seront portés sur le territoire en faveur des familles. Nous accompagnons les associations pour permettre justement de mettre en place des actions, des projets en faveur des familles du territoire. Nous faisons du design floral, comme le nom l'indique. Donc nous utilisons des végétaux pour faire des supports, des structures en bois, en liane, avec tout ce qu'on a ici en Guadeloupe. Les calebasses, les noix de coco, enfin toutes sortes de choses qui nous permettent de mettre en valeur nos fleurs tropicales. L'aspect associatif sur un territoire est essentiel justement pour permettre la mixité sociale, pour permettre aussi aux jeunes de découvrir des aspects de la vie comme des futurs citoyens de demain et de pouvoir aussi avoir cette approche pédagogique qu'ont les associations. Nous remercions d'ailleurs l'ensemble des associations du territoire du Lamentin parce que ce sont tout d'abord des bénévoles qui s'occupent sur leur temps libre de nos enfants, de nos jeunes et qui permettent aussi d'avoir cette cohésion sociale sur le territoire. Les municipalités comptent beaucoup sur les associations pour faire vivre les communes. Ça ouvre des portes pour les associations également. Alors quand il s'agit du sport, ça fait venir des nouveaux licenciés. Pour nous, ce sont des nouveaux clients. Donc voilà, ça fait du bien à tous, quoi. Voilà, c'était au Lamentin, c'était ce week-end. Alors on revient à la pièce Independent Queen avec M. Marquin Pierre. Bonjour. Alors comment l'idée est venue de ce spectacle? L'idée est venue du fait que moi j'aime beaucoup les spectacles. J'ai été voir une comédie musicale à New York et je me suis dit c'est ce qui nous manque, en tout cas pour notre communauté. Il nous manque des héros et des héroïnes qui nous ressemblent. Parce que j'ai une petite fille et à chaque fois, elle se comparait aux princesses classiques qu'on connaît. Et j'avais envie de lui faire comprendre qu'on pouvait aussi se créer des histoires et justement avoir des héros et des héroïnes qui nous ressemblent. Il est parti comme ça la première idée de base. Alors, Independent Queen, explication quand même. Les reines indépendantes, pourquoi? Parce que ce qui était aussi important, c'est on sait que depuis un petit moment, la femme noire, elle n'est pas forcément valorisée aujourd'hui. Et nous, en tout cas, avec ce spectacle, c'est ce qu'on voulait mettre en place. Moi, j'ai une mère qui s'est battue pour qu'on ait à manger sur la table alors qu'on était 4 enfants. Et ça s'est très bien passé. Et pour moi, c'est elles les vraies reines. Aujourd'hui, celles qui sont dans cette capacité de... Donc, on avait envie de valoriser ça. Oui. Alors, je sais pas, vous arrivez ici en Guadeloupe avec ce spectacle. Il est made in New York et vous transférez ici. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Parce que à Paris, les comédies musicales, aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour, on va dire, ceux qui aiment la culture urbaine.
C'était un petit peu compliqué. Donc on s'est dit, comment faire un mélange entre la comédie musicale classique, voilà, et un peu rajeunir les choses, tout en incluant les messages qu'on veut transmettre. Donc voilà, moi je suis du 93 en Seine-Saint-Denis. Voilà, quand même. Voilà, je suis du 93 en Seine-Saint-Denis et c'est parti de ce département. Et aujourd'hui, on a la chance de... Et vous êtes venu avec votre troupe ici? Exactement, avec une partie de la troupe. Ouais, seulement une partie de la troupe. Pourquoi une partie? Parce qu'on a une action culturelle à travers ce spectacle, puisque notre association s'appelle Nos quartiers ont du talent. L'objectif, c'est aussi de valoriser les talents locaux. Ça veut dire qu'on vient avec une part... Exactement. À chaque fois qu'on va jouer dans une ville ou dans une région, on forme des danseurs locaux. Et on les met avec les professionnels sur scène. Et du coup, l'objectif... Le temps du spectacle ou ça va au-delà? C'est le temps du spectacle. C'est-à-dire qu'ils sont formés en amont, une dizaine de jours. Et ils prennent part au spectacle avec les professionnels. Mais c'est pas compliqué un petit peu pour une jeune qui fait de la danse d'entrer comme ça dans un spectacle inconnu? Alors, compliqué, non, parce qu'aujourd'hui, très honnêtement, c'est la motivation qui prime, mais on voit, parce qu'on dit beaucoup que les jeunes aujourd'hui sont feignants ou autres, alors que quand c'est quelque chose qui les passionne, je peux vous assurer que s'ils doivent répéter des heures et des heures et des heures, quand on trouve quelque chose qui les passionne, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, en tout cas au niveau de l'apprentissage. Et vous avez pris combien de jeunes comme ça ici? Là, aujourd'hui, on a... Vous avez fait un casting, j'imagine? Ouais, on a fait un casting, voilà. On a déjà fait un casting il y a un mois. Et on a pris 6 ou 7 jeunes Guadeloupéens. Oui. Vous partirez avec ces jeunes ou ils vont rester ici? On part avec eux en Martinique. En Martinique et après? Voilà. Et après, on repartira. Mais ils sont pris en charge vraiment par... oui, ils sont pris en charge par la troupe. Ils seront dans les mêmes conditions que la troupe. Et du coup, ça leur apporte, eux, une expérience professionnelle. Oui. Et ça quand même un petit salaire, quand même, oui. Aussi, qui va avec, forcément. Oui. Et c'est aussi, pour nous, le plus important, voilà, c'est l'expérience professionnelle. Et ils vont se dire, est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour moi ou pas? Oui. Et si vous décidez, si vous trouvez dans ces jeunes une perle, alors qu'est-ce que vous faites? Une pépite? Alors ça, honnêtement, ce serait notre rêve à nous aujourd'hui, parce qu'on démarre ce spectacle, il existe depuis 2021, mais on est une structure autonome et indépendante aujourd'hui. Mais notre objectif, franchement, ce serait d'avoir les pépites de tous les départements et toutes les régions, quoi. Et de faire une dream team. Une dream team. Bon, avec uniquement en prenant un petit peu de partout. Voilà. Vous en prendrez en Martinique aussi? Ouais, Martinique, malheureusement, le temps, il était trop court. Trop court pour prendre de la Martinique. Donc mais on reviendra. Qui vont, Voilà, mais on reviendra. On reviendra et... en tout cas, c'est tout ce qu'on se souhaite. Là, pour nous, c'est historique. C'est vraiment historique. Et je pense que pour tous les entiers qui sont en France, en tout cas, ce spectacle qui soit joué ici, sur la terre-mère, nous, c'était pour nous quelque chose d'historique. Alors, il dure combien de temps, ce spectacle? 1h30. 1h30. À peu près. Alors, c'est l'histoire d'une reine, en fait. Voilà, c'est l'histoire d'une famille. D'un pays caribéen, quand même. Alors, c'est pas occidental. Alors, c'est pas occidental, voilà. Donc, c'est un mélange, c'est un univers, parce que c'est un univers fictif, qui est entre les Caraïbes et l'Afrique. Voilà. D'accord. Ok. Et vous pensez faire le tour de la Caraïbe comme ça? Honnêtement, c'est tout le malheur qu'on se souhaite, parce que ce spectacle, il mérite d'être vu vraiment dans toute la Caraïbe, vraiment parce que on veut montrer, et ça c'est important, et j'insiste là-dessus. C'est votre premier spectacle? C'est notre premier spectacle, qui tourne comme ça? Exactement. J'insiste sur le fait que on peut créer nos propres histoires. Et nos histoires, notre histoire, en tout cas, n'a pas commencé à l'esclavage. On a eu des royaumes africains avec des reines et des rois puissants. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de mettre en valeur. Il n'y a pas eu que cette période-là. On est capable, avec notre imagination, notre talent, on a des chanteurs, des danseurs, des écrivains, on est capable de faire de la fiction et de raconter nos histoires comme on a envie de l'écrire. Alors, c'est un one-shot? On joue 3 fois. Vous le jouez à Capesterre? À Capesterre. Seulement à Capesterre? Seulement à Capesterre. Oui. Voilà. Dommage. Bon, c'est vendredi? C'est ça. On joue vendredi à Capesterre. On a vendredi, et, si je dis pas une bêtise, samedi, je crois. C'est le 11. C'est le 11. C'est ça, le 11 et le 12, je crois, si je dis pas de bêtises, voilà. À Capesterre, en tout cas. Bien. Voilà. Rendez-vous est pris. Et on souhaite bonne chance à votre spectacle et aux jeunes que vous avez recueillis, entre guillemets. Recrutés surtout. Voilà, ils nous font honneur d'être avec nous sur scène. Et pour la 3/4 d'entre nous, c'est la première fois aussi en Guadeloupe, tout court aux Antilles.
Donc c'est aussi un voyage culturel aussi pour nous, d'apprendre aussi toutes les choses qu'on voit à la télé. Là maintenant, on a été très très bien accueillis, je tiens à le préciser aussi. Oui. Et voilà, je pense que ça va être une très belle date et j'invite tout le monde à venir à Capesterre et venir voir ça. Et en Martinique après. On vous voit en Martinique en ce moment. Exactement. Merci d'être venu. Il est 13h46. On est avec Miguel. Bonjour. Bonjour. Et donc on va parler en ce début de saison. Alors on va parler d'espérance, l'espérance. Oui. Voilà, l'ultime espérance. Alors qu'est-ce que c'est l'espérance? Est-ce que c'est une nécessité? Alors, oui, c'est une nécessité. Parce que si vous ne croyez pas, vous mourrez. Par contre, on commence. Alors, on va commencer par les définitions. Ce sera beaucoup plus simple. Dans cette espérance, il y a des définitions qu'on va retrouver. Une disposition de l'âme. Donc, ce sont tout simplement des personnes qui vont, pour avoir quelque chose de particulier, se dire que peut-être commencer à faire du bien autour de soi pour pouvoir accueillir quelque chose qu'ils souhaitent depuis longtemps. Donc, en fait, on va se disposer à être dans cette espérance pour que la réalisation se fasse. Et puis, on peut aussi parler de sentiments. Donc, on va observer, en fait, il va y avoir une observation de l'objet déterminé. Quelqu'un qui, par exemple, désire avoir une maison ou un poste. Voilà, donc il va avoir ce sentiment et en fait, il va avoir envie, il va être dans une raison d'espérer ce bien ou ce travail qu'il aspire depuis très longtemps. Et moi, j'ai envie de dire que disposition de l'âme, pourquoi pas, désir et une réalisation d'un désir, pourquoi pas. Mais j'ai plutôt envie de dire que cette espérance ne doit pas être fondée sur des circonstances favorables. C'est-à-dire que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quelle que soit l'attente, que vous soyez riche ou pauvre, que vous n'ayez pas de travail, que vous soyez malade ou autre, l'espérance, la vraie espérance, n'est pas fondée sur des circonstances favorables, mais elle est fondée sur l'espérance de Dieu. Et il y a une différence, tu dis, entre l'espoir et l'espérance. Oui, c'est très important. Alors l'espoir, c'est par exemple t'attends le dimanche et ne pas te voir, c'est ça? C'est ça, c'est un peu ça. Alors on va dire que la différence, voilà, c'est que en fait l'espoir, c'est le fait d'attendre, c'est le fait de désirer, voilà, quelque chose effectivement pour soi ou pour les autres. Hein. Oui. Il peut être considéré comme une émotion, tout à fait, une passion. Et puis l'espérance, c'est une confiance qu'on va avoir, qui va être une confiance qui est pure. Oui. Mais qui va être détachée complètement de tout. Complètement désintéressée. Qu'elle va être complètement désintéressée. Oui. Et c'est pour ça que je dis que c'est une attente confiante et un désir pour quelque chose de bon dans l'avenir. Mais cette espérance, en fait, va être toujours basée sur Dieu. C'est important. Alors, quel impact a eu l'espérance dans ton histoire personnelle? Alors, mon histoire personnelle, il faut dire que lorsque j'étais petite, donc j'avais mis toute mon espérance en Dieu par rapport à la perte de ma grand-mère, la situation de vie dans laquelle j'étais. Et puis en grandissant, j'avais un rêve, voilà, j'avais un espoir, j'avais un rêve. C'était de fonder une famille, 2 enfants, une maison, enfin un truc basique, histoire basique que tout le monde espère, voilà. Et puis j'ai mis cette confiance, j'ai mis cette espérance en fait en un homme, voilà, en qui j'ai mis toute mon assurance en lui. Je lui ai fait vraiment totalement confiance et j'ai laissé cette part de Dieu de côté. Et je me suis rendu compte qu'il y a 3 ans, quand j'ai repris ce chemin, vraiment sur le chemin, le bon chemin, le vrai chemin, je me suis rendu compte que jusqu'à aujourd'hui, c'était la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Et c'est quelque chose que j'ai envie de dire aux téléspectateurs, c'est que lorsque vous mettez votre espérance dans la bonne personne, dans la bonne chose, vraiment, l'attente des réponses, elle est parfois très longue, mais elle est parfaite. Parce que Dieu est un Dieu de précision. Dieu est un Dieu d'amour. Donc c'est parfait. Et lors de ces épreuves, ce qui était intéressant, c'est de se rendre compte que la détresse dans laquelle la personne peut se trouver dans une histoire de violence, hein, tout simplement, ça va produire de la persévérance. Cette persévérance,
au fil du temps, elle va produire de la résistance. Donc cette résistance va vous permettre de vous affermir au fil du temps. Et cette résistance c'est là qu'elle va produire justement cette espérance ou cette confiance, si on peut dire, ultime qu'on va avoir en Dieu. Voilà, et en la personne de Jésus-Christ. Donc ça, c'est vraiment très important de pouvoir se dire aujourd'hui que toutes ces personnes qui se retrouvent dans ces situations de détresse, il faut qu'elles mettent leur espérance là où il faut pour justement voir les meilleurs jours arriver. Et que ce n'est pas parce qu'on est dans une situation bonne, on peut avoir son travail, se lever le matin, travailler, se recoucher, se relever le matin. Effectivement, ça peut durer 24 heures, ça peut durer des années comme ça. Mais il y a un moment donné où chacun d'entre nous, nous nous retrouvons face à nous-mêmes et où on se dit en quoi je peux avoir espoir, en quoi je peux espérer. Voilà. Donc vraiment, sachez où mettre son espérance, c'est très important. Bien, je te remercie. C'était la dernière chronique aussi aux ZCL. Merci pour tout ce que tu as fait pendant ces mois et ces semaines. Moi, j'espère que tout simplement que les personnes ont été édifiées. Que tu as aidé les gens à prendre conscience de l'existence d'un divin, c'est bien ça? C'était ça le cheminement? Ah, c'est ça. Ouais. Cette parole, elle est pour toi aussi. Oui. Vraiment, vraiment, que tu puisses collaborer avec lui. Oui, bien sûr. Que vous puissiez collaborer ensemble, parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est important, c'est vrai. Voilà, 13h52, on revient tout de suite à nos invités du jour. Alors, on a commencé avec Freda Omogon, qui a présenté son ouvrage « J'ai connu l'asile d'aliénés ». Et son ouvrage, je disais qu'il faut lire, parce que vraiment, c'est une histoire, une partie de l'histoire de la Guadeloupe. Ça m'a permis de revenir sur un ouvrage qui était paru il y a quelque temps, qui s'appelle « Folie, douce et fou enragé », écrit par une autre infirmière psychiatrique, Marlene Dabrion. Ensuite, on a reçu Gérard Lamoureux pour le Festival littéraire pour la jeunesse. Ça commence jeudi 10 au Fort Fleur d'Épée, et ça dure jusqu'à samedi pour les enfants, pour les jeunes. Et puis on va recevoir jeudi justement l'une des écrivaines qui est prévue. On a reçu Madame Stella Moutou Seba, elle a dit, il faut dire Seba, Radi, artiste et passeuse de danse. Elle nous a expliqué un petit peu son implication dans la danse orientale. On vient de recevoir Pierre Markens, qui est le créateur de la comédie musicale Independent Queen, qui sera jouée vendredi à Cap-Esther. Et on vient de terminer avec Miguel Douberne pour sa chronique habituelle c'était aujourd'hui, sur l'espérance. Et on te souhaite bonne chance et de continuer sur la voie que tu t'es tracée. Sur l'actualité. On va faire un petit retour sur l'actualité, parler de Cap Excellence qui a mis en place un nouveau contrat de local de santé. C'est une démarche qui permet d'améliorer l'accès aux soins et de renforcer la prévention sur l'ensemble du territoire. On a aussi évoqué la formation sur le dépistage néonatal, notamment en matière de surdité pour les nouveau-nés. C'est une étape clé pour la détection de cette maladie. On a vu aussi le lancement de cette concertation sur les gestions des îles Pigeons, donc une concertation qui vise à préserver et développer de façon durable ces îlots emblématiques de notre région. Et nous nous sommes rendus sur le Lamentin lors de la journée des associations qui nous a permis d'avoir un moment d'échange et de convivialité sur cette commune. Et on a mis à l'honneur l'Égypte et les reines avec Hatshepsut, un spectacle qui aura lieu ce samedi à l'auditorium Jérôme Cléry. Il reste encore des places? Oui. Venez. Alors, j'espère que tout le monde sera là. Et mon bastien à 18h, attention, s'ils ne sont pas là, moi, en collé. Bon, allez, c'est parti. On se retrouve demain, mercredi. Iman ne sera pas là demain? Si, en chronique. Ah oui, elle sera là en chronique. Oui. Avec qui? Avec Sarah Aude Salbo. Donc, on va parler de l'importance du sport dans l'amélioration de la confiance en soi. Je viens tenir le sport? Si tu veux. Oui, d'accord. On va faire de l'exercice ensemble. Voilà, c'est fini. Réalisation Yann, et avec le soutien de Satyam. Et on continue notre débat. Ne quittez pas, puisqu'à 18h, vous aurez retrouvé le focus de notre ami Harold. Et donc, l'actualité continue sur le ZCL News à partir de demain. Bye bye.